Oryx Islam. Islam, esprit et pratique. Une émission de Younes Yabi, présentée en compagnie de Dr Shawqi Al-Azhar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Dr Shawqi. Bonjour, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Imam Shatibi. Je prononce bien son nom? Oui, je n'ai rien oublié. C'est ça, Abu Ishaq Alors, Shatibi. Abu Ishaq Shatibi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement, Abu Ishaq Shatibi, devant tout ce qui s'est passé avant lui, devant tous ces malentendus, ces tyrans, c'est votre expression de la semaine dernière, ces tyrans qui se sont accaparés la méthodologie, tout ce qui se passe dans les sociétés, le quotidien des gens, et qui ont laissé les scientifiques dans leur science. Alors, Imam Shatibi, Abu Ishaq. Abu Ishaq Shatibi, donc, qui est mort en 1388 de l'ère chrétienne, 790 de l'Hégire, est un savant d'Andalousie, de Grenade plus précisément, qui est le premier à avoir théorisé les finalités de l'islam. Et bien sûr, avant lui, il y a eu des allusions. Des tentatives, peut-être? C'est pas des tentatives. Des allusions. Des allusions D'accord. aux finalités. Parce qu'en vérité, le premier qui a fait ces allusions-là aux finalités en tant que méthodologie, je dis bien, pas les finalités en tant que fait de la révélation, c'est-à-dire pas les finalités en tant que pour dire que l'islam est venu pour réaliser des finalités, donc il ne s'agit pas de ça. Le premier qui a parlé des finalités en tant que méthodologie, c'est Al-Juwayni. Al-Juwayni qui est le maître de Al-Ghazali. Al-Juwayni. Al-Juwayni. Le maître de Ghazali. Oui, qui son surnom c'est Imam Al-Haramayn. Ouais. Donc Al-Juwayni, il a fait allusion aux finalités de l'islam, mais à la marge de Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, donc qui est la discipline de la méthodologie du fiqh. Quand il a parlé du qiyas, de l'analogie, oui. Et quand il a parlé de l'illa, de la raison d'être en tant qu'outil méthodologique, là il a parlé des finalités. Et il a fait des élaborations intéressantes. Donc on voit bien que c'est à la marge, et c'est pas ni en tant que discipline, ni même en tant que chapitre. C'est seulement des remarques à la marge d'une question spécifique de la discipline. Et donc là, il a fait des remarques en catégorisant les finalités. Donc il a fait allusion aux 5 grandes finalités de l'islam. Il a fait allusion à cette catégorisation qu'on verra plus tard, qui est al-daruriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat. Il a fait des allusions à cela. Puis, son élève, qui est Al-Ghazali, qui est mort en 505 de l'Hégire, 1111 de l'ère chrétienne, il a parlé des finalités de l'islam aussi, mais aussi à la marge de questions marginales déjà. Déjà marginales. Donc il a parlé l'exergue de l'exergue. Voilà, donc il a parlé de cela à la marge de la question de l'istislah, donc de l'maslaha, que lui considère être une question marginale, parce qu'il a dit que c'est une question min al-masadir al-mawhuma, c'est une source imaginaire. Donc là, il a parlé des finalités de l'islam, Al-Ghazali, et il a parlé des 5 finalités, et il a repris la catégorisation de Al-Juwayni, et il a affiné en disant que effectivement il y a 3 niveaux de finalité sur le plan vertical. C'est daruriyat, c'est les nécessités, al-hajiyat, c'est les besoins, ou al-tahsiniyat, c'est les embellissements. L'embellissement, les améliorations. Voilà, ouais. Ça on le verra peut-être plus tard quand on va parler des finalités de l'islam. Mais pour vous dire qu'effectivement avant Shatibi, ça existait, on parlait des 5 finalités, on parlait des finalités de l'islam, mais ni en tant que discipline, ni en tant que vraiment méthodologie, parce que c'était pas utilisé en tant que méthodologie pour lire les textes, mais c'était vraiment, on parlait de ça d'une manière marginale. Alors qu'avec Shatibi, ça allait changer radicalement, parce qu'il allait en faire tout un chapitre de son livre, Al-Muwafaqat, qui est un livre qu'il a écrit en 4 volumes, et il va déduire un volume entier de son livre pour parler des finalités de l'islam. Et il va en faire quelque chose il va en faire une méthodologie à part entière pour l'ijtihad. Il va même en faire une condition pour l'ijtihad, que celui qui fait l'ijtihad, c'est-à-dire que celui qui appréhende les textes, il n'a pas le droit d'appréhender les textes sans
connaître les finalités de l'islam et sans suivre une méthodologie qui consiste à observer ces finalités de l'islam. Sine qua non, hein, des conditions, alors là... Voilà, et donc lui, l'objectif de Shatibi, c'est quoi? C'est qu'il a constaté qu'il y avait une certaine fragmentation dans la pensée musulmane et surtout dans le fiqh. Il y avait une fragmentation, on allait lire les textes et les questions juridiques de manière fragmentée, sans les mettre dans un cadre général, sans les considérer à la lumière de leur finalité, à la lumière des grands principes qui devraient les englober. Et donc, son objectif, effectivement, c'est de remédier à cette fragmentation, que lorsqu'on approche les textes, lorsqu'on approche les prescriptions, on les approche de manière globale. Et son objectif aussi, c'était de diminuer la divergence, parce qu'il y avait beaucoup de divergences entre les savants. Et pour lui, cette approche-là était une manière de réduire la divergence entre les savants. Or, Shatibi, après sa mort, eh bien, son travail fut enterré avec lui. Ah bon? Oui. Oh, quel dommage. Personne donc n'a continué son travail, personne n'a continué la réflexion, et il fut oublié. Et donc, en vérité, c'était une parenthèse de l'histoire qui n'a pas créé un changement en fait dans l'ijtihad. On n'a rien de Shatibi actuellement? Si, mais on va y revenir plus tard, parce qu'on va voir que Shatibi allait être redécouvert par les modernistes ou bien par les réformistes contemporains. Ouais. Mais après, mais c'est seulement dans l'ère moderne que ça va se passer. Mais effectivement, voilà, pour vous dire que cette méthodologie de la considération des finalités a mis du temps pour les raisons qu'on a évoquées. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que à l'époque prémoderne, les choses n'évoluaient pas de manière rapide. Rapide, ouais. Donc, ce qui se passe, le mode de vie à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui à l'époque de Shatibi, il n'y avait pas de grande différence. Non. Les gens se déplaçaient en chameau. Ouais. Les manières de faire des transactions commerciales n'allaient pas être beaucoup plus sophistiquées. Le style des caravanes. Voilà. La vie sociale. Qui circule entre les grandes villes du monde, quoi. Tout de à Damas fait. à la Mecque, Voilà. etc. La vie sociale, le rôle des savants, tout ça n'allait pas beaucoup évoluer. Le rôle de l'État, etc. Peut-être etc. un peu plus d'évolution en Andalousie, peut-être. Oui, mais c'est pas des évolutions globales, c'est pas des évolutions radicales, c'est des évolutions minimes, disons. C'est pas des évolutions dans les modèles de société, dans les modèles politiques, dans les modèles économiques. C'est des évolutions vraiment des évolutions de l'ordre du micro et pas de l'ordre du macro. Du macro. Maintenant, ce qui va se passer, donc ici, en vérité, j'ai fait référence à Mohammed al-Fadl ibn Ashur, qui est le fils de Mohammed al-Tahir ibn Ashur. Oui, les deux éminents savants tunisiens. Donc Mohammed al-Fadl ibn Ashur, qui est né en 1970. Non. Il peut pas naître en 1970, impossible. Pardon, qui est mort. Mort en 70. Oui, désolé. Ouais, je le connais personnellement. Oui. Quand j'étais enfant, je le voyais passer dans les souks de la Médina. Oui, je le connais. donc voilà, il est mort en 1900. Des petits enfants, j'ouvre une parenthèse là, des petits enfants là qui vont avec lui, qui touchent son burnous comme ça. Oui. Et ils vont se raconter qu'ils ont touché le burnous. Donc oui, c'est des grandes figures de la réforme, du réformisme contemporain. Son père qui est mort en 1973. Tahrir al-Tanwir. Voilà. Il est mort après lui, deux ans après lui. 3 ans après lui, après son fils. C'est tout à fait. Donc c'est lui qui a enterré son fils. Je me rappelle très bien. Oui, donc ici je fais référence à Mohammed al-Fadl ibn Ashur dans son livre du fils là. Du fils, dans son livre Wamadat ou Fikr, qui dit une chose intéressante. Qui dit des éclairs d'esprit, voilà, comme ça, on traduit pour nos amis non arabophones. Donc il dit une chose intéressante dans son livre. Il dit que le fait que donc depuis l'époque des 4 écoles jusqu'à l'époque prémoderne, donc jusqu'au 18e, 19e siècle, les sociétés n'ont pas beaucoup évolué, les choses n'évoluaient pas beaucoup. Il n'y a pas eu de grands changements. Voilà, il n'y a pas eu de grands changements. Cela fait que l'absence d'ijtihad mutlaq, souvenez-vous quand on en parlait d'ijtihad absolu, donc l'absence de cette liberté de retourner directement au texte n'allait pas avoir une grande influence sur la société. Ce n'allait pas aboutir à
un déséquilibre, un dysfonctionnement social. Mais il dit c'est quand même un dysfonctionnement intellectuel. C'est un dysfonctionnement intellectuel, dit-il, mais pas un dysfonctionnement social. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque les musulmans vont être confrontés à la modernité occidentale, à la modernité européenne? Ici, désormais, il va s'agir d'un dysfonctionnement social. Et il ne s'agira plus seulement d'un dysfonctionnement intellectuel. Pourquoi ? Parce que désormais, dans la modernité, donc, les musulmans seront confrontés à cette modernité. Et le dispositif méthodologique dont ils disposent est adapté aux changements qui sont d'ordre micro, aux changements atomiques, et ne sont pas adaptés aux changements auxquels ils vont faire face actuellement, aux grands événements, quoi. Qui sont des changements sur le plan des conceptions scientifiques, qui sont des changements sur le plan des modèles sociaux, des modèles politiques, qui sont des grands changements sur le plan des paradigmes de pensée, de société, etc., etc. Donc c'est des grands changements auxquels le dispositif méthodologique qu'on a hérité n'est pas adapté, parce qu'il est adapté aux changements individuels et spécifiques. Et là, donc ce dispositif méthodologique ne sera pas à même à appréhender cette réalité nouvelle dans laquelle le musulman se trouve à présent, et ce qui a créé, comme il dit Ibn Ashur, un dysfonctionnement social, parce que désormais c'est la religion même qui allait être remise en cause. La question qui allait être posée, est-ce que la religion, est-ce qu'elle est adaptée à la modernité ? On a toujours posé cette question. Voilà. Toujours, on n'arrête jamais de poser cette question. Oui, mais ça, c'est une question moderne. Que font certaines personnes à la religion musulmane. C'est une question moderne. Parce que justement, ce qu'on a hérité en termes de dispositifs méthodologiques n'allait pas être adapté à la vie nouvelle, à la nouvelle réalité dans laquelle le musulman va être parachuté. Parce qu'en fait, comme le dit Malik Ben Nabi, nous dit que c'est aussi un intellectuel algérien, un sociologue, philosophe. Ibn Nabi, il s'appelle comme ça, Malik Ben Nabi. Ah, Ben Nabi. Voilà. D'accord. C'est un philosophe, sociologue algérien qui est aussi mort dans les années 70, en fait, la même année que Tahir Ibn Ashur. Il est mort aussi en 1900. Tahir Ibn Ashur. Tahir Ibn Ashur. Ah, Tahir 73. Oui, il est 1973. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Malik Ben Nabi, dans son livre Vocation de l'islam, qui en fait, il écrivait aussi bien en français qu'en arabe. Ouais. Dans son livre Vocation de l'islam, il nous explique que, en vérité, c'est le contact avec l'Occident qu'a réveillé le musulman et qui lui a fait prendre conscience de son état. Et donc, il s'est réveillé dans un nouveau monde qui n'était pas le produit de son effort intellectuel direct, même si on sait que l'Occident, effectivement, ils ont beaucoup pris de l'Andalousie, ils ont beaucoup pris des découvertes des musulmans, etc. Et que les musulmans aussi, ils ont traduit le patrimoine et transmis le patrimoine hellénique et grec à l'Occident, etc. Mais abstraction faite de tout cela, ce qu'il veut dire, c'est que ce nouveau monde n'est pas le produit, n'est pas le fruit de leurs œuvres, le fruit direct de leurs œuvres. Et ils allaient se trouver dans un nouveau monde qui n'était pas le produit de leur effort à eux, et ils allaient trouver que leur patrimoine intellectuel et leur réflexion à partir de leurs principes à eux était resté figé quelque part dans l'histoire, et qui n'était pas à jour pour faire face à cette nouvelle réalité. Et c'est dans ce contexte-là, pourquoi on parle de tout ça ? Parce qu'on parle toujours des finalités de l'islam, que va apparaître l'importance des finalités de l'islam. C'est dans ce contexte-là. Donc, pour résumer la chose, les musulmans donc, se trouvent dans un nouveau monde, se trouvent confrontés à de nouvelles réalités. De nouveaux quotidiens, quoi. Voilà. Nouvelle vie. Voilà. Et donc ici, leur patrimoine intellectuel et leur modèle intellectuel
ne sera pas adapté à appréhender. On peut dire qu'il est un peu dépassé. Il est dépassé parce qu'effectivement, il y a eu ce qu'on appelle le Jumud, une période de stagnation, qui a duré longtemps et qui a fait qu'en fait, on n'a pas fait, on l'a dit, l'ijtihad mutlaq et l'ijtihad tout court, on n'avait plus le droit d'aller au texte pour établir une méthodologie pour être en phase avec les réalités qui évoluent, être en phase avec le monde, pour pouvoir dégager une compréhension de l'islam, pour pouvoir l'articuler dans la vie. Parce qu'à un moment donné, on allait se contenter de la production intellectuelle des anciens. Et on va les prendre pour référence, quoi. Voilà, et ça a duré jusqu'au moment où on s'est réveillé avec la modernité. Et ici, le premier choc a été au XIXe siècle, lorsque les Ottomans, effectivement, la première tentative, en fait, de régler ce problème, la première tentative fut faite, elle fut entamée par les Ottomans. Les Ottomans, vous savez que l'Empire ottoman, c'est un empire qui, jusqu'à 1924, réunissait une grande partie des pays musulmans. Donc il n'y avait pas de frontières entre les pays musulmans et il y avait un califat ou bien un empire qui l'Empire ottoman, Et donc l'Empire ottoman a essayé de remédier déjà au 19e siècle à ce problème-là avec ce qu'on appelle les réformes ottomanes. Ce qui est connu sous le nom de Tanzimat. Tanzimat, c'est une période de réforme dans l'Empire ottoman qui a duré des décennies en fait, et qui était une tentative en fait de se mettre à jour face justement à cette évolution de la vie engendrée par la modernité. On reprendra tout cela la semaine prochaine à partir de l'Empire ottoman. Très bien. Merci, Dr Chawki. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain en compagnie de Dr Chawki Al-Azhar pour parler de l'Empire ottoman, les effets, c'est-à-dire les influences de l'Empire ottoman, l'élargissement, les extensions qu'a pris cet empire pendant plusieurs décennies. Restez sur Oryx FM. Au revoir. Oryx Islam. L'islam, esprit et pratique.